Avec Olivier Duhamel pour la politique, Anne-Laure Jumet pour l'économie et François Clémenceau du JDD pour l'actualité à l'étranger. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir Nicolas. Bonsoir à tous. Olivier Duhamel, on commence avec vous. Dernier édito politique de cette campagne. On vous retrouvera ensuite demain matin pour Mediapolis, puis dimanche soir avec Thomas Soto pour la soirée spéciale sur Europe 1. Et j'imagine qu'entre 18h et 20h, vous serez amené à commenter la participation. Un sondage ce matin prévoyait un taux d'abstention de 25%, ce qui est beaucoup. Ce soir, vous nous parlez de ce taux d'abstention. Olivier, vous nous dites que pour vous, chaque voix compte, chaque voix est importante. Oui, chaque voix compte d'abord parce que il s'agit de désigner le vainqueur. Alors tout le monde se dit aujourd'hui qu'il y en a un qui va gagner et un ou une plutôt qui va perdre, mais ça n'est pas complètement certain. Ça n'est pas complètement certain parce que il faut définitivement se mettre dans la tête que des sondages, ce ne sont pas des intentions de vote et qu'il y a parfois eu quand même des tsunamis de sondages qui se sont trompés et que donc, même se tromper est une mauvaise idée. En vérité, c'est pas se tromper parce que c'est pas des votes, c'est juste les intentions. Voilà. Donc, c'est pas absolument complètement joué. Et pourquoi ça ne l'est pas ? Il y a un physicien qui travaille au CEVIPOF à Sciences Po et qui a calculé dans un modèle d'abstention différenciée, c'est-à-dire de gens qui disent qu'ils ont l'intention de voter Le Pen ou qu'ils ont l'intention de voter Macron, mais que en réalité, ceux qui iraient sont plus importants dans un groupe que dans l'autre. Et il a calculé que, par exemple, autour de 42% d'intention de vote Le Pen, si 90% des intentions de vote Le Pen allaient voter, et que seulement les 2/3 des intentions de vote Macron allaient voter, et ben Le Pen gagnait. Donc, déjà, il faut avoir ça en tête et c'est donc pas tout à fait certain. Alors, si le résultat est incertain, effectivement, on comprend bien que c'est important d'aller voter. Mais si on en croit les sondages, prenons à l'instant le rolling de l'IFOP pour Paris Match, qui fait gagner 2 points à Macron. Ça le met, après le débat de cette semaine, ça le met à 63% contre 37% pour Marine Le Pen. Si les sondages disent vrai, malgré tout, malgré cet écart assez important, vous pensez tout de même qu'il faut aller voter, enfin que c'est important de voter ? Oui, alors d'abord, en tant que politologue, je suis content qu'il y ait ces plus 2%, parce qu'en tant que politologue, je précise bien politologue, pas mes opinions qui n'intéressent personne, même plus moi-même, mais en tant que politologue, j'avais dit que le débat allait très probablement entraîner une progression de Macron, ou plus exactement une baisse de Le Pen, comme ça se produit, autant y voir clair quand c'est son boulot. Même, quel que soit le résultat, même si Macron était élu, le score de Le Pen est une chose très importante. Et donc si on va voter Le Pen, on fait monter ce score, et si on va voter Macron, on fait baisser ce score. Pourquoi c'est très important ? C'est pour ça qu'il ne faut pas se polariser que sur le résultat. C'est très important d'abord pour les législatives, parce que la dynamique en faveur du Front National sera plus grande si elle fait un bon score que si elle fait un moyen score. Alors bon score, moyen score, comme on vit sous les symboles, on met des barres symboliques, et surtout des chiffres ronds. Donc on a mis 60-40. Donc tout le monde dit, 60-40, si c'est 60-40, c'est moyen pour elle, et c'est bon pour Macron. Si c'est en dessous, c'est moins bon pour elle. Bon, d'un certain point de vue, c'est complètement grotesque, parce que si elle fait juste en dessous, c'est-à-dire si elle fait, mettons, 14,3 millions au lieu de 14,8, de toute façon, elle aura fait un truc incroyable qui est de faire 14,3. Mais dans le monde dans lequel on vit, les trucs symboliques qui veulent rien dire, quand ils prennent de l'importance, finalement, ça veut dire. Parce que comme tout le monde a s'est mis ça dans la tête comme critère, du coup, ça crée quand même du réel. Et donc, ça créera dans un cas une dynamique, dans l'autre pas. Et puis il y a une deuxième raison, c'est qu'en dehors des législatives, quand vous faites un jugé bon score, même si c'est artificiel qui du coup devient bon score, eh bien vous avez un poids dans la scène publique pour imposer vos thèmes, pour qu'on vous écoute, pour que vous soyez considéré comme un des personnages politiques les plus importants, beaucoup plus fort que si vous avez ce qu'on estime être un moins bon score. Donc si vous voulez qu'elle pèse beaucoup, allez voter pour elle. Si vous voulez pas, allez voter pour l'autre, mais de toute façon, allez voter. Voilà ce que nous dit Olivier Duhamel, qu'on trouvera demain matin sur Europe 1 pour Mediapolis. L'économie maintenant, Anne-Laure Jumet, c'est le dernier éclairage écho sur cette campagne avec vous et avec la loi travail, la loi El Khomri qui décidément divise beaucoup les deux candidats à la présidentielle. En gros, Marine Le Pen veut la supprimer, cette loi. Emmanuel Macron, au contraire, veut l'intensifier. Et ce matin, sur Europe 1, le candidat d'En Marche est revenu sur la méthode qu'il compte employer. Et oui, Emmanuel Macron veut agir vite pour réformer le Code du travail. Et pour cela, il veut utiliser les ordonnances. Alors, on le rappelle, c'est une procédure prévue par la Constitution qui évite de longs débats au Parlement. Et cette méthode a d'ailleurs été contestée, notamment à gauche, car ça prive les députés et les sénateurs de faire entendre leur voix et de modifier
le texte. Alors, il faudra quand même passer devant le Parlement, avant et après. Avant, car il faut voter une loi d'habilitation. Après, puisqu'il y a une loi de ratification. Et puis, en amont, il y aura une concertation sociale avec les organisations syndicales et patronales. Ce sera dès les premières semaines, dit Emmanuel Macron. De toute façon, la loi oblige à consulter les partenaires sociaux avant de réformer le Code du travail. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire précisément s'il gagne ? Eh bien, donner aux branches et surtout aux entreprises la possibilité de négocier au plus près du terrain des sujets qui les concernent, comme le temps de travail. Ça ne vous rappelle rien La loi travail, bien sûr, qui a justement permis cette évolution. C'est l'article 2 qui avait été tellement contesté pendant les manifestations. Mais Emmanuel Macron veut aller plus loin. La loi actuelle permet donc des négociations sur le temps de travail. Eh bien, lui veut étendre les possibilités à d'autres sujets, comme les salaires et les conditions de travail. Et ce n'est pas tout. Il veut aussi introduire une disposition qui avait été retirée de la loi El Khomri. C'est le plafonnement des indemnités prud'homales en cas de licenciement abusif. Cette mesure était réclamée par le patronat, mais la CFDT était contre. Elle avait donc été retirée du texte. Et voilà pourquoi vous nous parlez donc d'une possible amplification de cette loi travail, ce qui ne serait pas si étonnant quand on sait le rôle qu'a joué Emmanuel Macron dans la préparation de la loi El Khomri. Eh bien oui, quand il était ministre de l'économie, il a cherché à intégrer certaines mesures dans cette loi. Et ce sont d'ailleurs celles-ci qui ont été les plus polémiques. Il y a eu donc le plafonnement des indemnités prud'homales et puis, vous vous en souvenez peut-être, la volonté de permettre à une multinationale de licencier plus facilement si sa filiale française est en difficulté. Ça aussi, ça avait été retiré sous la pression de la rue et on ne sait pas clairement à ce stade si ce sera repris par Emmanuel Macron. En tout cas, ce qui est clair, c'est que le candidat d'En Marche veut aller beaucoup plus loin que la loi travail, mais s'il est en situation d'appliquer son programme, il reste une question. Comment réagiront les syndicats qui étaient déjà opposés au texte d'El Khomri? Et ne repartons pas avec ce projet de réforme pour des semaines, voire des mois de contestation. L'autre candidate, Marine Le Pen, elle, quel est son projet? Elle veut supprimer la loi travail? Et oui, elle rejette ce texte, car il a été rédigé, selon elle, sous la dictée de Bruxelles. Mais à y regarder de plus près, eh bien, l'une de ses propositions va en fait plus loin que ce que propose la loi El Khomri. La candidate du FN garde en effet les 35 heures comme durée légale du travail, mais elle autorise la négociation sur l'allongement du temps de travail avec un principe, les 37 heures payées 37 ou les 39 heures payées 39. Et ça, eh bien, ça revient en fait à supprimer les heures supplémentaires. La loi travail n'était pas allée aussi loin. L'édito Écho, signé Anne-Laure Jumet. L'étranger maintenant, François Clémenceau, vous posez une question. Va-t-on vers une désescalade en Syrie, ce qui serait tout de même une bonne nouvelle? Les réactions, en tout cas dans le monde entier, sont plutôt favorables au plan qui a été adopté hier entre la Russie, la Turquie et l'Iran pour créer des zones qu'on appelle justement ces zones de désescalade. L'objectif, c'est d'essayer de faire cesser les combats et les bombardements des deux côtés. Est-ce qu'on peut y croire ? C'est difficile. L'accord obtenu est évidemment un compromis. Il ne s'agit pas d'une reddition des groupes armés, c'est ce qu'aurait souhaité évidemment le régime syrien et son allié iranien. Il ne s'agit pas non plus de zones tampons ou de sécurité, comme le réclamait depuis longtemps la Turquie, le long de sa frontière, afin de protéger les populations civiles. Le plan, là, a délimité 8 zones dans tout le pays où les groupes armés sont encore en activité et même menaçants pour le régime de Bachar el-Assad, à Idlib comme à Homs, Hama ou dans la plaine de la Ghouta, dans la banlieue est de Damas. L'objectif, en fait, c'est de séparer les groupes armés de l'organisation Fatah el-Sham. C'est l'ex-Front al-Nosra, cette ancienne filiale d'Al-Qaïda. C'est un point très important parce que le régime considérait jusqu'à présent que les groupes armés ne valaient pas mieux que le Fatah el-Sham ou Daesh, tout en étant considérés comme des groupes terroristes, tous dans le même sac. Là, c'est l'une des vertus de ce processus d'Astana qui se passe au Kazakhstan entre la Russie et puis les groupes armés, c'est de considérer que ces factions de l'opposition sont vraiment des interlocuteurs. Le problème, c'est que en fonction des régions, des circonstances ou des séquences offensives, ces groupes armés de l'opposition ont souvent fait alliance avec Fatah el-Sham et donc que cette séparation n'ira pas de soi, encore moins s'il s'agit par la suite de se retourner contre Fatah el-Sham tout en cessant de combattre contre le régime. Tout ça est censé se mettre en place entre le 18 mai et le 4 juin. C'est un délai qui apparaîtra pour certains comme bien trop court. En tout cas, alors ce plan de désescalade est plutôt bien accueilli par les Nations Unies, par le gouvernement de Donald Trump, par la France, même si tout le monde note qu'il y a quand même encore beaucoup de choses à faire. C'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'il n'y a pas, comme le réclame l'opposition, de plan parallèle pour réanimer le dialogue politique avec le régime sur l'avenir des institutions en Syrie et notamment, évidemment, l'avenir du président Bachar el-Assad. S'il s'agit uniquement de séparer l'opposition de Fatah el-Sham, c'est quoi la suite? On ne sait pas. Il n'y a pas de réponse à cette question, si ce n'est que la Russie entend continuer à frapper cette organisation en dehors des zones de désescalade. Et c'est ce qu'elle fait d'ailleurs, enfin, ce qu'elle prétend faire depuis le 1er mai minuit. Et d'autre part, la question de Daesh
Daesh, cette question-là n'est absolument pas évoquée dans le plan, alors que vous le savez, la coalition anti-Daesh avec les Américains, les Français, est en train d'intensifier le siège de Raqqa. Mais en tout cas, le principal avantage du plan, c'est qu'il peut permettre enfin d'accéder aux populations civiles. C'est l'une des vertus de ce plan, mais c'est en même temps, vous le comprenez, le résultat d'une forme de chantage. On demande aux groupes armés de se séparer de Fatah el-Sham, de cesser le combat, et en échange, eh bien, les civils seront épargnés, auront même un accès au ravitaillement et aux soins. Il est même promis que l'armée syrienne, comme les rebelles, pourront gérer conjointement les points de passage de ces zones. Mais encore une fois, il n'est pas certain que l'opposition accepte ce plan sans avoir des contreparties très positives et notamment des perspectives politiques et sans que ce plan soit placé, comme le réclame ce soir la France, sous une surveillance internationale. Voilà une possible désescalade en Syrie. C'était l'édito étranger de François Clémenceau du Journal du Dimanche. On marque une pause et on se retrouve pour les médias, le ZAP et Nicolas Canteloup.